Bah là, j'ai 0 spectateur carrément. C'est super. Mais c'est pénible ce truc. C'est pénible. Bon, il y en a qui doit être content, c'est Théo, parce qu'il trouvait que je me débrouillais bien la dernière fois. Qu'il pouvait pas se moquer. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. C'est bon là? C'est bon, image et son. On peut y aller. Ok, super. Bon, bah merci beaucoup à Astergirl. Je referai peut-être un petit découpage parce que bon, j'ai fait un premier live Twitch sans l'image, avec le son. Maintenant, c'est avec l'image et le son. Et ça permet donc de démarrer. Eh bien, démarrons. Bonsoir à Louis, bonsoir à Astergirl, bonsoir à Théo, bonsoir à Delphine, qui peut-être enfin accède à l'image et au son, puisque ça n'était pas que pour elle que ça posait problème. Puis je ne sais plus si je lui ai redit bonsoir, mais bonsoir à Jacques. Moi, officiellement, j'ai 2 spectateurs de par ce que me dit mon application Twitch Studio, alors qu'apparemment vous êtes quand même nettement plus nombreux. Donc je ne comprends pas très bien ces histoires-là. J'ai soi-disant 2 spectateurs, mais pas de... Mais en fait, vous êtes plus nombreux. Bon, Delphine dit qu'elle continue à ne rien voir ni à voir. Bon, je vais lui envoyer un SMS. Puis on va essayer d'y aller quand même. Bien. Je fais une pause, le temps d'essayer de comprendre ce qui se passe. Donc si je comprends bien, j'ai normalement 5 ou 6 personnes qui sont en ligne. Est-ce que Jacques voit et entend? Puisque Jacques est de nouveau là. Ce qui est très troublant pour moi, c'est que vous avez l'air d'être une... Bonsoir Lucille. Vous avez l'air d'être une demi-douzaine et Twitch Studio me dit que j'ai 2 spectateurs. Bon, c'est un peu étrange. Ok, bon, il y a seulement ma soeur, la pauvre. J'ai rien en fait, c'était la vidéo de la semaine dernière, mais il faut aller sur le... Bon, je sais pas, ma soeur m'envoie des SMS désespérés. Bon, ben, c'est pas très grave, Delphine. Laisse tomber. Je sais pas pourquoi je lui dis à elle, puisqu'elle m'entend pas. Puisque les autres y arrivent. Ok, on va commencer. Donc, après 3 minutes de cafouillage. Bonsoir donc pour ce 3e live Twitch. Ça commence maintenant, vraiment, pour de bon. Et on va parler de quoi? On va parler de Ulysses. Est-ce que j'ai avancé dans ma lecture? Pas tellement. Mais j'ai quand même beaucoup de choses à dire, on l'avait compris. Alors tout d'abord, un petit point sur les exemplaires. Je vous rappelle que vous pouvez réagir en direct dans le chat. Un petit point sur les exemplaires. Je rappelle que pour ma part, j'ai acheté cet exemplaire. C'est l'édition Alma Classics qui présente l'immense avantage de tenir le texte sur 550 pages. Voilà, ça c'est la partie texte. Et puis ensuite d'avoir à peu près 250 pages de notes très serrées. Je vais y revenir. C'est l'édition Alma Classics. Elle présente l'avantage de ne pas être chère non plus. Mais elle présente l'énorme inconvénient d'être écrit tout petit, ce qui fait que pour les personnes qui ont vraiment des problèmes de vue ou qui fatiguent vite, ce qui commence à être mon cas, elle n'est pas hyper confortable, même pour moi qui n'ai pas a priori de problème de vue, c'est quand même un problème. Et puis il y a l'édition Oxford's World Classics que j'ai emprunté à la BU, que je vais rendre assez prochainement, parce que je la réemprunterai si je veux lire l'introduction, tout ça, qui a l'air de s'appuyer sur ce qui s'appelle The 1922 Text. Moi, j'ai pas noté de différence fondamentale, mais j'ai pas regardé non plus en détail. Alors que, je crois, l'édition Alma Classics, elle s'appuie sur un texte réétabli à partir d'éditions plus tardives, et donc plutôt un texte des années 1930. Et puis, comme j'étais de passage la semaine dernière chez mes parents dans les Landes, j'ai refouillé un peu dans la bibliothèque de ma mère. Je dis de ma mère parce que mon père, ça fait 45 ans, je ne sais pas, qu'il n'a pas lu un livre de fiction, un livre de littérature. Il lit énormément de revues, de magazines, de rapports scientifiques, parce qu'il est à fond engagé dans l'associative protection de la nature.
Donc, la bibliothèque, qu'est-ce que je dis? C'est un anglicisme. La bibliothèque familiale, avec tous les bouquins en anglais notamment, c'est en fait la bibliothèque de ma mère. Donc, cet exemplaire de Ulysses de James Joyce, réparé comme elle l'a pu par ma mère, vous allez voir pourquoi je vous dis réparé comme elle l'a pu, regardez le beau livre que voilà, puis alors il tombe en morceaux, vraiment, vous voyez, donc là, oh mon Dieu. Donc, alors c'est pas mal, ça permet d'ironiser un petit peu. Tiens, ça c'est pas mal ça de faire ce comme plan, je trouve. Tiens, est-ce que si je réussis à le mettre là, lui, est-ce que j'y arrive? Ouais, j'y arrive. Ah, c'est pas mal. Est-ce que j'y arrive? Non, c'est bon. J'arrête de faire des happenings. Donc tout ça pour dire que c'est un bouquin qui est en très mauvais état. Ma mère l'avait acheté dans une charity, genre Oxfam, pour 10 pence. Figurez-vous, c'est écrit dessus 10 pence. C'est hallucinant. Donc s'il était déjà pas en bon état. Et puis c'est dans cet exemplaire-là que j'avais essayé de lire Ulysses, et j'avais dû m'arrêter vers 150 pages. Et il a achevé de se casser, de se décoller, de se ruiner. C'est ce qu'on appelle a dilapidated book. Mais vous voyez, ma mère l'avait quand même gardé, et elle m'a dit que je pouvais l'embarquer, puisqu'il présente quand même l'avantage non négligeable, et j'ai promis à Aster Girl de lui en faire cadeau. Vous avez vu la cherté, la générosité du cadeau, parce qu'il présente l'avantage d'être écrit beaucoup plus gros. Alors, il n'était pas écrit très gros, mais c'est écrit beaucoup plus gros que l'édition Alma Classics. Donc ça, c'est pour Aster Girl la prochaine fois que je la verrai. Alors, c'est une édition, pour en parler, c'est l'édition américaine, c'est un Vintage Giant, et c'est une édition qui débute par une introduction expliquant le contexte dans lequel Ulysses de Joyce a été interdit aux États-Unis pendant plus de 10 ans, et qui poursuit avec la décision officielle de Woolsey, United States District Judge, en date du 6 décembre 1903, et ça s'appelle The Monumental, c'est génial ça quand même, The Monumental Decision of the United States District Court rendered December the 6th, 1933 by the Honorable John M. Woolsey lifting the ban on Ulysses. Et donc, il s'agit de la levée de la censure pour les États-Unis. Et donc, je trouve génial le fait que dans le paratexte de cette édition Vintage Giant, il y ait cette décision de justice signalant vraiment ce qui est un élément, évidemment, de la réception critique, de l'histoire littéraire de Ulysses. C'est peut-être aussi un livre sur lequel un certain nombre de lecteurs se sont précipités après 1933 aux États-Unis, parce qu'il avait été interdit pendant plus de 10 ans, et donc ils sentaient un peu le soufre, sans doute. Et si, par exemple, ces lecteurs s'imaginaient trouver des choses croustillantes, eh bien, ils en ont été un petit peu pour leurs frais, parce que je ne crois pas que ça soit vraiment un livre pornographique, même s'il y a ça faisait partie des raisons pour lesquelles le livre a été interdit pendant plus de 10 ans aux États-Unis, interdit de publication pendant plus de 10 ans aux États-Unis. Bon, on est en pleine période de prohibition, tout ça, donc bon, ils interdisaient l'alcool, ils pouvaient interdire ce genre de livre, certainement. Bon, voilà, donc Jacques dit que dans son édition anglaise, il y a aussi ce texte-là. Je ne sais pas de quand il date, celui-là, mais c'est l'édition américaine, Vintage Books, A Division of Random House, New York, et c'est 1961. Donc c'est la même édition que toi, Jacques, peu ou prou, hein, c'est peut-être pas la même couverture, etc. Mais j'espère pour toi surtout qu'il est moins abîmé. Mais voilà. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que cette édition de 1961 chez Vintage Random, elle contient aucun appareil critique, il n'y a pas de notes, mais en revanche, comme elle dit qu'elle reprend le texte de l'édition, la première édition américaine de 1934, elle reprend sur le côté, alors ça c'est une particularité, la pagination de l'édition de 1934. Ça veut dire que par exemple, je vais attraper une... Oh, ça y est, oh là là, tiens, j'ai achevé de le casser. Vous avez vu en direct, en live, Guillaume Singal casse des exemplaires de Ulysses. Et donc... vraiment c'est un cadeau merveilleux que je vais te faire, Aster. Et donc Aster Girl, je vais finir par cracher son vrai prénom à elle, hein. Peu importe. Qu'est-ce que je voulais dire, donc ça vous voyez par exemple ici c'est la page 193 de cette édition de poche Vintage Giant, et il y a à un moment donné je sais pas si vous le voyez, 180 je sais pas quoi, 10 ici là, j'arrive pas à me latéraliser, voilà, ici, et donc ça veut dire que ça correspond au début de la page 190 dans la première édition américaine de 1934. On le voit, un texte, Ulysses, qui a déjà une histoire éditoriale, une histoire dans l'histoire du livre extraordinairement
compliqué. C'est quoi ce cadeau? Eh bien, écoute, c'est ton cadeau d'anniversaire que tu auras en retard. C'est une rareté. C'est le seul exemplaire Vintage Giant qui a été démoli par 2 générations de Saint-Gall. Bien, au contraire, tu devrais le garder précieusement. Enfin, on verra. S'il arrive en entier, non, il n'arrivera pas en entier. Hein, jusqu'à toi, il arrive déjà en morceaux. Mais, il est écrit, imprimé, très bien, et beaucoup plus gros. Donc, tu pourrais quand même y trouver ton intérêt. Bon. Je cesse les plaisanteries. Donc ça, c'était la première chose dont je voulais vous parler, c'est ces différents bouquins, voilà, les différentes éditions, les différents éléments de papier. Et puis, c'est le fait d'avoir ces différentes éditions, et notamment ces deux-là, la Alma et la Alma, pardon, non, qu'est-ce que je fais, la World's Classics et la Alma, j'ai vraiment un mal avec cette latéralisation là, de la caméra. Je suis mal latéralisé de toute façon. C'est à peu près qu'en apprenant à conduire que j'ai arrêté de confondre ma gauche et ma droite. Vous voyez, mais j'ai pas jamais eu d'accident. Parce que justement, en apprenant à conduire, je me suis relatéralisé un peu. Hein, en regardant ces éditions, je me suis avisé d'une chose. Alors, j'en suis où de ma lecture? On va peut-être en venir là quand même. J'en suis où de ma lecture? J'en suis à la page 35 de l'édition Alma Classics. C'est en plein au milieu du 3e chapitre. Et je me suis avisé d'une chose qui est assez étonnante. Je n'ai pas revérifié sur le texte en ligne du projet Gutenberg, mais il y a, en fait, c'est quelque chose de très étonnant. Je ne sais pas comment l'expliquer clairement. Donc je vais l'expliquer pas clairement, et puis on verra si vous suivez. On commence à lire. Stately plum-buck mulligan came from the stairhead bearing a bowl of lather on which a mirror and a razor lay crossed. J'ai parlé de cette première phrase lors du 2e live Twitch. C'est le début du texte. Donc ça, c'est le premier chapitre. Puis, à la page 20, on a ça, début, voilà, un blanc en haut de page, début de texte. Ça a l'air d'être un 2e chapitre. C'est pas numéroté, mais ça a l'air d'être un 2e chapitre. Et puis, à nouveau, à la page 30, pareil. Fin de page précédente, début de la page 30, grand blanc en haut de page, début, ce qui semble être un début de chapitre. Et quand on se réfère à l'appareil critique, aux notes, auxquelles que je suis loin de consulter très, très exhaustivement, on voit une chose assez étonnante. Et c'est d'autant plus étonnant, vous allez le voir, que c'est pareil dans la Oxford World's Classics. Je ne sais pas si on voit, voilà. Telemachus, time 8-9 a.m., location Martello Tower, Sandy Cove. Ça veut donc dire que il y a un titre de chapitre qui renvoie, il y a des titres de chapitre, pour ce passage de la page 5 à la page 19, un titre qui est Telemachus, Télémaque, qui s'accompagne d'une heure correspondant à cette journée unique qui est l'unité de temps de l'ensemble du livre Ulysses, 8 heures du matin, location Martello Tower, Sandy Cove. Et puis, si on regarde, le 2e chapitre, ce qui a l'air d'être un 2e chapitre, commence à la page 20. Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on va le voir? Est-ce que je vais être capable de vous le faire voir? Nestor, time 10 to 11 a.m., location, Boys School, Dalkey. Et donc, ça continue, hein, le 3e chapitre, c'est Proteus, et c'est pareil dans l'édition Oxford World's Classics. Vous lisez le texte, il n'y a pas du tout ces titres de chapitres, Stately, Plumbuck, Mulligan, etc. Mais si vous regardez les notes, vous avez, je ne sais pas où c'est, voilà, ça c'est tout un tas de délire sur l'établissement du texte. Si ça m'intéressait, je m'y intéresserais, mais vraiment, ouais, c'est pas vraiment ce qui me passionne le plus. Tiens, regardez, attention, là on est dans les notes de l'Oxford World's Classics. Telemachus, c'est reparti, location Martello Tower, time 8 a.m., Thursday, June the 16th, 1904. Donc ça, je ne sais pas d'où ça vient, il va quand même falloir que ça ne m'intéresse pas profondément, mais ça m'intrigue quand même, donc il va falloir que je fasse des petites recherches. Donc ça veut dire que dans l'établissement du texte, donc le texte de Ulysses, on lit ce texte, un bref chapitre, un 2e bref chapitre, un 3e bref chapitre, et puis si on se réfère à l'appareil critique des notes, on a des titres qui renvoient en fait à l'Odyssée d'Homère. Donc c'est ça qui est un petit peu étonnant. Alors moi ça me dérange pas trop, parce que c'est un souvenir très nébuleux que j'ai de ma première tentative de lecture au milieu des années 90. Le livre s'appelle Ulysses, donc évidemment le sous
texte, l'intertexte homérique, l'Odyssée est évidemment présent, mais ensuite quand on lit le livre, Buck Mulligan, Hines, Stephen D. Talus, l'ensemble des personnages, il n'y a pas de... L'intertexte homérique, il affleure régulièrement. Il y a toute la parodie des épithètes homériques qui, dans la bouche de Buck Mulligan, au tout début, en plus sur un mode rabelaisien, sur un mode, ça parle de la morve, ça parle des sécrétions corporelles en faisant des adjectifs, en créant des adjectifs qui parodient les épithètes homériques. Hein. Bon, donc il y a ça affleure régulièrement, mais ces personnages ne sont jamais appelés Télémaque, Ulysse, etc. Donc il y a cet aspect-là, et en fait moi il ne m'intéresse pas. Enfin, je ne veux pas dire qu'il ne m'intéresse pas, mais plus exactement, je sais que si je lis le livre, si je lis le roman qui se passe le 16 juin 1904 à Dublin, entre des personnages identifiés sous des noms, avec une réécriture de l'Odyssée qui n'est pas évidente, on va dire, voilà, si le livre s'appelait pas Ulysses, s'il n'y avait pas ces titres, Telemachus, etc., dans les notes, en fait, on n'aurait pas cet appel à la réécriture, on n'aurait pas cette configuration de la lecture par la réécriture. En fait, moi, je me dis que si, je ne sais pas comment le dire vraiment, mais disons que je sais que si je commence à essayer de lire Ulysses en essayant de comprendre en quoi c'est une réécriture de l'Odyssée d'Homère, ça va me saouler. Je vais m'arrêter, enfin, certainement. Donc j'ai pris le parti de le lire en le lisant comme un roman normal, ce qui n'a pas grand sens, mais on pourra revenir sur cette formulation-là, histoire d'être sûr d'avancer. Et ça veut dire, on en a parlé la dernière fois, ça veut dire qu'on ne s'arrête pas pour vérifier tous les mots de vocabulaire qu'on ne comprend pas. Et c'est là où, effectivement, l'expérience de lecture est différente selon qu'on a beaucoup de vocabulaire, une grande habitude de lire en anglais ou pas. Mais moi qui j'oserais pas dire que j'ai beaucoup de vocabulaire, mais j'en ai pas mal de vocabulaire anglais, et qui est surtout une très forte habitude de lire en anglais, si je m'arrêtais pour identifier toutes les références et surtout essayer de comprendre tous les mots qui ne sont pas employés dans un sens extrêmement évident, voire qui sont des créations, des néologismes ou des demi-néologismes de la part de Joyce, ça ne s'arrêterait pas, je serais sans arrêt en train de vérifier les trucs et j'arrêterais de lire. Donc je suis parti dans cette optique de lecture. Donc vous voyez quand même, 3e live Twitch, 2 semaines après le précédent. Je vous dis que ça n'a pas avancé, j'ai quasiment pas avancé dans ma lecture, mais j'avance dans le projet de relecture. J'ai donc pris le parti de ne pas m'interrompre très souvent pour aller regarder les notes. Je les regarde, et en fait ce qui est assez curieux, c'est que je les regarde par paquet. Je lis, sauf vraiment quelque chose qui m'arrête complètement, je me dis, ah ben là il va y avoir la réponse, un peu comme on vérifie vite fait sur Google, là je regarde. Mais sinon ce que j'ai fait hier, c'est hier que j'ai repris un peu la lecture, et j'ai lu donc la totalité du chapitre 2 et la moitié du chapitre 3, à l'heure du thé à peu près, hein, en une petite heure. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les notes après, par paquet. Donc je lisais 4 ou 5 pages du texte de Ulysses, dans l'édition Alma, 4 ou 5 pages, ça fait pas mal de texte, parce que c'est vraiment écrit petit. Et ensuite, je regardais les notes, je parcourais rapidement l'appareil critique de fin de volume. Et donc, j'ai un petit peu décidé, c'est pas une décision, c'est comme ça que se forge ma lecture, c'est comme ça que, dans la pratique, je lis ce livre, et je procède pour cette lecture de Ulysses à l'occasion du centenaire. Voilà comment ça se passe. Donc, on a tout ce sous-texte, intertexte, homérique, se référant à l'Odyssée, qui est très présent. Apparemment, il y a de très nombreuses correspondances, hein, si on suit vraiment la diégèse, c'est-à-dire ce qui se passe dans le livre, ce que raconte le livre de Joyce, les actions des différents personnages, il y a effectivement toute une série d'analogies savantes extrêmement complexes qui reprennent un certain nombre de scènes et de motifs de l'Odyssée d'Homère. Il se trouve que l'Odyssée d'Homère, moi je l'ai lu vite fait il y a très longtemps. J'ai jamais été très passionné en fait par l'Iliade et l'Odyssée, pour tout dire. Voilà, c'est moi qui suis un béotien et qui suis pas trop capable de comprendre ou d'apprécier pleinement. Mais enfin, quand j'ai lu l'Iliade et l'Odyssée, la dernière fois que je les ai relus, je les avais relus en entier, c'était quand même un hippocagne. Bon, voilà, c'est très beau, c'est des textes fondateurs, fondamentaux,
ils ont une telle importance culturelle qu'ils sont forcément importants, mais voilà, je ne suis pas particulièrement... c'est pas des textes qui m'excitent, d'ailleurs, si c'était des textes qui m'excitent, je les aurais relus depuis, mon Dieu, il y a 30 ans. Bah oui, j'étais en Hippocagne il y a 30 ans. Donc voilà, ça remonte. Et donc, comme je ne connais pas bien, par ce fait même, l'Odyssée, je ne compte même pas sur mes propres connaissances, sur mon propre bagage culturel, pour voir, pour faire tilt, pour dire ah tiens, ah là, ça serait pas si. Non. Donc j'ai décidé de lire ce livre comme ce qu'il est quand même, c'est-à-dire l'histoire d'un certain nombre de personnages à Dublin le 16 juin 1904. Et puis les allusions homériques, elles viendront pas. Cet aspect-là du texte finira par m'intéresser, me captiver. Je lirai plein de choses autour et je lirai plus attentivement les notes, l'appareil critique de différentes éditions pour enrichir ma lecture ou pas. On verra bien. Voilà, Louis dit qu'il n'a pas beaucoup avancé non plus et qu'il va peut-être repasser à une version française. Alors apparemment Jacques parlait d'une version en folio qui est une sorte de melting pot ou de je sais pas comment dire, de miscellanée un peu mélangeant des passages de différentes traductions. Bon, moi j'ai comme je l'ai déjà dit, j'ai la traduction Auguste Morel, Larbeau, Stuart Gilbert, Joyce lui-même de la fin des années 20. Ensuite, voilà, je n'ai pas d'autre édition, mais il y a une grande retraduction qui a été faite il y a une quinzaine d'années, je crois, coordonnée par Tiffaine Samoyo. Donc voilà, il y a certainement matière à lire le texte en français. Les traductions permettent, pour quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude de lire en anglais, d'aller beaucoup, beaucoup plus vite. Hein. Donc voilà, ça je ne peux que le confirmer a priori. Donc voilà un petit peu. Alors pourquoi est-ce que j'ai aussi peu avancé ? Alors j'ai eu quand même une semaine de vacances. Et j'ai à peu près pris des vacances. D'ailleurs, c'était assez compliqué de s'y remettre ce week-end et ce matin. J'ai eu une semaine de vacances. Alors pendant ces vacances, et même juste avant ces vacances, parce que j'avais un peu devancé l'appel, je suis allé en Irlande, mais je ne suis pas allé à Dublin, je suis allé à Galway, et à Galway, j'ai acheté un certain nombre de livres, et j'ai fini de lire un livre, enfin j'ai même lu dans l'avion, et puis au début de mon séjour, un livre, le premier roman d'Abdul Razak Gurnah, Memory of Departure, j'en ai parlé dans ma vidéo « Je range mon bureau » publiée hier sur ma chaîne YouTube, et puis à Galway, j'ai acheté des livres, et puis il y en a certains que j'ai commencé à lire, et il se trouve qu'il y en a certains qui concernent Joyce, donc c'est aussi de ça que je vais parler. Donc c'est aussi pour ça que j'ai peu avancé, parce que j'ai lu des textes irlandais, j'ai lu plusieurs livres d'auteurs et d'autrices irlandaises depuis le dernier live Twitch, et donc comme je savais que je faisais ce live Twitch ce soir, hier, j'ai lu donc une 10-15 pages ou une quinzaine de pages de l'édition Alma, donc on pourra éventuellement en reparler. Mais j'ai lu donc des choses aussi trouvées à Galway. Et qu'est-ce que j'ai trouvé à Galway notamment ? J'ai trouvé ça. Et ça, c'est une bande dessinée, ou un roman graphique plus exactement. C'est un roman graphique, je ne sais pas si on voit bien, je vais essayer de le montrer. Donc le titre anglais, pourquoi est-ce que je dis titre anglais ? Parce que c'est une traduction. James Joyce Portrait of a Dubliner, avec un sous-titre Graphic Biography. Donc là, vous voyez un peu avec la couverture le style graphique. Hein. L'auteur en est Alfonso Sapico, je ne garantis pas la prononciation espagnole. Et c'est traduit de l'espagnol en fait. Donc c'est un roman graphique qui est une biographie de James Joyce, dont le titre original, alors ça a été publié en 2011 en espagnol sous le titre Dubliné, ou je sais pas, ou le Dublinois. Apparemment, ça veut dire le Dublinois, Dubliné. Et ça a été traduit par David Prendergast. Il faut toujours citer les traducteurs. Name the translator. Il y a même un hashtag sur Twitter, hein, Name the translator. Donc ça a été traduit par David Prendergast et donc publié par The O'Brien Press Limited à Dublin en 2013. Et là, c'est l'édition nord-américaine, bizarrement. J'ai acheté ça à Galway, en Irlande, promis juré, mais c'est l'édition nord-américaine de 2016. Voilà. Et donc c'est un roman graphique de 230 pages, qui est assez beau, hein. C'est assez bien dessiné, moi j'aime bien. Voilà, je vous montre un petit peu, je sais pas si il y a forcément des fans de BD et de romans graphiques parmi vous.
Donc c'est très bien. Ce qui m'a intéressé, c'est que moi je suis pas du tout quelqu'un qui lit des biographies. Ça m'est arrivé d'en lire parce qu'il y avait vraiment des personnages, des figures, comment le dire, importantes. Je vérifie juste que j'ai de la batterie. J'ai l'impression que je suis pas branché. Ah si, je suis branché. Mais quel tocard, mon Dieu, c'est pas possible. Donc je disais que je suis pas très intéressé par les biographies en général. Je lis assez peu de biographies. Et j'ai pas, voilà, je me suis lancé dans le projet de lire Ulysses sans avoir particulièrement envie de creuser la biographie de Joyce. La biographie de Joyce, j'en sais des bribes comme ça, ce qu'on sait en accumulant des décennies de travail sur les littératures anglophones, c'est-à-dire le fait qu'il a vécu très longtemps en Suisse, en Italie, sous l'Italie de l'Autriche-Hongrie, à Paris aussi, qu'il a vécu très peu en Irlande au cours de ces 30 dernières années, qu'il est mort quasiment aveugle après avoir eu des problèmes de vue très importants, très jeune. Voilà, un certain nombre de choses de ce type-là. Donc, de manière très vague. Et en fait, finalement, ce roman graphique, en 3 heures, je ne sais pas combien de temps j'ai mis à le lire, il m'a permis en fait de vraiment synthétiser, d'avoir une sorte de version très résumée des grands événements de la vie de Joyce, des grandes figures qu'a croisé Joyce. Alors, en sachant que ça m'a un petit peu... je suis un petit peu partagé parce que j'ai repéré des erreurs. J'ai repéré par exemple, alors ça c'est... Alors pour le problème, est-ce que c'est les erreurs de traduction, de retraduction? C'est compliqué parce que l'édition originale de ce roman graphique, de cette biographie, est en espagnol. Donc c'est un espagnol qui a sans doute travaillé, d'ailleurs il cite les livres sur lesquels il s'est appuyé. Il s'est notamment appuyé évidemment sur la monumentale biographie de Richard Ellman. Donc je revérifie vite fait. Oui, voilà. Mais, tiens, d'ailleurs, je vois Anagrama 2002, donc dans l'édition espagnole de la biographie de Richard Ellman. Donc ça veut dire qu'il a lu certaines choses en anglais, il en a lu certaines en traduction espagnole, il a refait un petit peu sa propre sauce dans ce roman graphique. Donc je ne sais pas très bien. Et ensuite, ça a été retraduit en anglais. Et en plus, ça a été réédité aux États-Unis, avec peut-être des modifications aussi. Donc je ne sais pas très bien d'où viennent les erreurs, mais il y a des erreurs. Je me dis, c'est une biographie, c'est censé être factuel. Ça a l'air très factuel, c'est très documenté. Il y a des dates, il a essayé de dessiner au maximum les lieux. Il y a quelques pages à Galway. Voilà, ça paraît assez réaliste. Et malgré tout, il y a des erreurs. Donc du coup, moi qui ne connais pas grand-chose à la vie de Joyce, si je repère des erreurs, qui ne sont pas d'ailleurs liées à la vie de Joyce, je me dis qu'il peut y en avoir partout. Vous savez, c'est comme cet effet, parfois, quand vous écoutez la radio, vous vous dites, tiens, il y a tel, je sais pas, chroniqueur, tel journaliste qui anime une émission de radio, ça a l'air intéressant, puis un jour, il y a une émission sur un sujet que vous connaissez bien, et vous vous rendez compte qu'ils disent plein de bêtises. On se dit, s'ils disent plein de bêtises quand je peux m'en apercevoir, si ça se trouve, ils disent aussi plein de bêtises quand je peux pas m'en apercevoir, donc quelle est la valeur de ce travail de vulgarisation? Donc c'est un peu ce qui m'est arrivé avec cette biographie. Est-ce que c'est fiable? Je cite une erreur, c'est la seule que j'ai retenue, mais j'en ai vu 2-3 autres. Je crois que j'avais écrit un truc j'avais fait un post sur Twitter il y a une dizaine de jours quand je l'ai lu, quand j'étais à Galway. Il y en a une, c'est que Herbert George Wells est appelé en anglais quand même American Writer. Et vous savez, j'étais tellement ouais, ça fait la même chose avec les profs, Louis. tu as raison. Quand on a des profs qui affirment des choses de manière très autoritaire, comme ça, ils nous apprennent plein de choses et on note, et ça, puis un jour, ils font un cours sur un sujet qu'on connaît mieux ou sur lequel on s'est renseigné, puis on se rend compte qu'il y a des approximations. C'est vrai que la confiance plummets, on dit en anglais. Confidence plummets, c'est-à-dire la confiance s'écroule ou s'effrite au minimum, ça c'est certain. Donc, je sais plus ce que je disais. Oui, l'erreur qu'il y a, c'est, effectivement, à un moment donné, il dit que Joyce reçoit un courrier, ou je sais pas, ou le soutien du grand auteur américain, donc c'est dit en anglais, American author, Herbert George Wells. Et j'étais tellement sous l'effet, vous voyez, c'est imprimé, c'est dans un livre, je me suis dit, Wells, j'en ai lu. Je connais pas bien, j'ai jamais lu de biographie, mais j'ai lu plusieurs livres de Wells, j'ai même enseigné un morceau de La Guerre des Mondes, donc bon.
Et je suis allé vérifier quand même. Ça m'a tellement fait douter, bugger en quelque sorte, que je suis allé vérifier. Donc je suis allé vérifier et j'ai pu vérifier, ouf, que c'était pas moi qui devenais fou. Wells, il est bel et bien anglais de chez anglais. Il est né je sais pas où dans le Kent, il est mort à côté de Londres. Il a certainement dû bouger, il a dû voyager, mais enfin, c'est pas un auteur américain. Donc quand on voit ce genre de bourde énorme, je veux dire, ça peut dépendre, ça peut être une bourde qui se trouve dans l'édition espagnole, dans le traducteur anglais qui s'est trompé, il n'empêche, enfin il y a des relecteurs, il y a des éditeurs, et c'est une édition américaine en plus, si ça se trouve cette erreur elle est partout, elle est dans le texte espagnol, elle est dans la première traduction, dans la première édition de la traduction anglaise, dans la deuxième édition de la traduction anglaise, on dit mais c'est pas possible, enfin ces gens n'ont rien vérifié, donc bon, j'ai appris des choses quand même, et peut-être pour dire vite fait, il y a des pages qui sont très belles. Il y a la rencontre entre Joyce et Nora, donc l'amour de sa vie, on va dire ça comme ça, la mère de ses enfants aussi. Un exemple d'union libre, hein, c'est une des raisons pour lesquelles ils ne restent pas en Irlande, parce qu'ils vivent en dehors des liens du mariage, ils ont des enfants en dehors des liens du mariage qui ne font pas baptiser. Vous imaginez, revenir en Irlande dans ces circonstances-là, c'était à peu près impossible. Donc voilà, avec Henry James, Henry James est un auteur américain en fait. Hein. Il est assez amusant ce que tu dis, Jacques, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il s'est installé en Angleterre sur les dernières années de sa vie, et il est claimed by, je sais pas, c'est un peu comme Beckett qui est à la fois réclamé, comment on dit en français, bon, claimed by, qui est, je trouve pas mes mots, ça m'agace. Qui est revendiqué à la fois par les Français et par les Irlandais. Hein, en fait, oui, on peut le revendiquer, mais il est les deux. Beckett, c'est un grand écrivain français et c'est un grand écrivain irlandais. Et Henry James, on pourrait dire, c'est un grand écrivain américain, c'est un grand écrivain britannique. Moi, j'ai vraiment tendance à le classer comme américain parce que l'immense majorité, alors il y a énormément de nouvelles et de romans qui se passent en Italie, mais en fait, l'immense majorité des personnages ou des problématiques touchent en fait la côte est américaine ou des personnages de la côte est américaine. Et d'ailleurs, dans les études anglophones, il est vraiment classé comme auteur américain. Quand il y a un livre de Henry James au programme d'un concours, c'est les américanistes qui s'y collent. Les gens qui font des tests sur Henry James sont classés en littérature américaine ou sont classés comme spécialistes de littérature américaine. Hein, donc, ça, sans aucune ambiguïté. Donc oui, en l'occurrence, s'ils avaient dit que Henry James était un auteur anglais, là, on aurait pu se dire c'est pas une erreur, c'est une interprétation. Wells... dire que Wells est américain, c'est pas une interprétation, c'est juste faux. Bien, donc voilà, il y a cette double page sur la rencontre avec Nora Barnacle. J'ai appris, mais c'est pareil, comme je n'ai pas très confiance dans ce livre-là, il va falloir que j'aille revérifier tout ça. J'ai appris qu'apparemment, James, quand il donnait des cours d'anglais, il a eu pour disciple quelqu'un qui n'était autre que Italo Svevo. J'arrive absolument pas à montrer les pages, mais je sais pas comment je me débrouille. Voilà, c'est ça. Ok, est-ce que je réussis à le montrer? Voilà, il va falloir que j'apprenne à montrer les bouquins. Voilà, donc il donne des cours d'anglais à un type qui s'appelle Schmitz, Ettore Schmitz. Et ce Ettore Schmitz finit par lui avouer entre deux leçons qu'il est a failed novelist, c'est un romancier raté, qu'il a publié 2 livres. Il les donne à lire à Joyce, qui est sous le charme et qui se dit, ah ben tiens, il aime beaucoup le pseudonyme Italo Svevo. Et donc apparemment, et plus tard dans la biographie, l'auteur de la biographie raconte que c'est Joyce qui fait découvrir la conscience de Zeno d'Italo Svevo dans les années 20 à tout son cercle parisien, à l'Arbo, à la NRF, à Agide. Et apparemment, enfin, sans Joyce, Svevo n'aurait pas eu la renommée et l'importance capitale littéraire qu'il a eu à partir des années 20. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose que j'ignorais totalement. Bon, il raconte aussi la rencontre entre Joyce et Virginia Woolf, et Leonard Woolf surtout, mais enfin, il y a aussi Virginia Woolf dans la scène. Donc bon, il y a un certain nombre de choses comme ça. Et puis bon, il y a encore un certain nombre d'autres personnes, de personnalités ou de figures célèbres qui apparaissent dans ce roman graphique. Voilà, donc j'ai lu ce roman graphique. J'ai lu, qu'est-ce que je m'étais noté la page 153 aussi, je ne sais plus du tout pourquoi. Ah oui, parce qu'il raconte aussi, comment Joyce à Paris rencontre là
fondatrice de la toute nouvelle librairie Shakespeare & Company, et comment c'est Sylvia Beach qui décide de publier Ulysses. Ce sont des choses dont on a parlé dans les 2 précédents lives. Et donc voilà, donc là ici Shakespeare & Company qui est dessiné, et Sylvia Beach qui est dessinée aussi, elle est là, voilà. Ça, c'est Sylvia Beach, avec une case d'ailleurs assez ambiguë. I'm Sylvia Beach, I have a bookshop in Paris called Shakespeare & Company. Il dit a very interesting name. Et on ne sait pas très bien si Joyce dit a very interesting name à propos du nom de la librairie ou si c'est le nom de Sylvia Beach elle-même. Je ne sais pas. Voilà, donc j'ai lu ça. Puis j'ai lu plein de livres irlandais. Je ne vais pas tous vous les montrer parce que ce n'est pas le sujet. J'ai lu Ghostlight Joseph O'Connor qui parle de la compagne des dernières années de John Millington Synge, qui est le grand dramaturge irlandais, vraiment que j'adore. Moi, ça fait très longtemps que j'en ai pas lu d'ailleurs. Ça m'a vraiment donné envie d'en relire. C'est un très beau roman et ça se passe au tout début du XXe siècle. Donc c'est exactement, ça raconte Dublin et l'Irlande et les Wicklow Mountains exactement au même moment que l'action de Ulysses, le tout début du siècle, le tournant du siècle. Tiens, j'ai acheté ce livre de poèmes d'un poète qui écrit principalement en gaélique, Gabriel Rosenstock, c'est une édition bilingue, A Portrait of the Artist as an Abominable Snowman, qui est évidemment une des innombrables réécritures du Portrait of the Artist as a Young Man de Joyce. Et je ne sais pas, il faudrait, si on commençait à faire la collection des livres dont le titre est une réécriture du Portrait of the Artist as a Young Man, on n'en aurait pas fini. Moi, très jeune, quand j'étais étudiant, j'avais lu le Portrait of the Artist as a Young Dog de Dylan Thomas. Il y a le portrait de l'artiste en jeune singe, je crois, de Butor, me semble-t-il. Donc il y en a plein, hein, donc voilà, et on n'arrête pas d'en redécouvrir. J'ai lu quoi? Je me suis racheté des livres de Nuala ni Chonchor. Je n'essaie même pas de le prononcer, mais voilà, ça ressemble un peu à ça en gaélique, hein, Nuala ni Chonchor, qui est une nouvelliste et romancière irlandaise dont j'avais enfin lu le premier recueil de nouvelles à Toussaint. Là, je me suis acheté son deuxième recueil de nouvelles, c'est celui-là, et puis je me suis acheté son tout dernier livre, et figurez-vous que Nuala ni Chonchor, elle publie désormais, parce que m'a dit le libraire chez qui j'ai acheté ce livre, elle publie désormais sous le nom de O'Connor, donc plus ni Chonchor mais O'Connor, qui est l'anglicisation en fait de son nom gaélique. Moi j'ai appris que O'Connor et tous les noms en O apostrophe c'était en fait des noms anglicisés, hein, donc c'est des noms qui sont la marque en fait de l'expérience coloniale et du colonialisme anglais. Le colonialisme anglais, c'est un grand sujet de Ulysses aussi, hein, dès le début. Hein, la tension entre l'identité anglaise, l'identité irlandaise, et la manière dont elle se décline aussi par rapport à l'antisémitisme. J'ai trouvé que tout le début de Ulysses est un texte qui problématise énormément l'antisémitisme du début du XXe siècle aussi. Bon, je ferme la parenthèse, mais on pourra certainement, on en reparlera certainement. Je parlais de quoi? Oui, je parlais de Nuala O'Connor. Et donc, apparemment, le libraire m'a dit, j'ai pas vérifié, que donc elle a publié tous ses premiers livres sous son nom gaélique, Nuala ni Chonchor. Et comme c'est trop dur à prononcer, ou comme personne n'y arrive, moi non plus d'ailleurs, hein, je fais le malin là, mais je sais pas du tout le dire. Elle a commencé à avoir du succès aux États-Unis, et pour que les Américains puissent c'est lui qui me l'a dit comme ça, donc il y a toujours un petit peu d'anti-américanisme, hein, on est toujours d'accord pour taper sur les Américains, il y a beaucoup de mauvaise foi là-dedans. Comme les Américains ont commencé un petit peu à s'intéresser à ses livres, elle a décidé que c'était plus facile, ou ses agents lui ont conseillé, je sais pas, de continuer à publier, mais sous un nom anglicisé, O'Connor. Bon, qu'il a singularisé un petit peu moins, parce que des écrivains contemporains qui s'appellent O'Connor, il y en a une tripotée. Bon, peu importe. Et donc son dernier livre, c'est quoi? C'est un roman qui a pour personnage principal Nora Barnacle, la femme de James Joyce. Et oui, à l'occasion du centenaire. Et comme c'est une écrivaine que j'aime énormément, je pense qu'elle a dû faire quelque chose qui n'est pas un truc de commande. C'est un gros pavé aussi, il fait presque 400 pages. Donc lui, je ne l'ai pas lu encore, mais je l'ai acheté. C'est déjà ça, c'est la première étape. Bon, il y a peu de commentaires, je pense que je saoule tout le monde avec mes histoires. Je vais poursuivre quand même un petit peu. Oui, il y a un autre livre que j'ai lu, que j'ai fini de lire hier, qui est vraiment très beau. C'est une jeune romancière irlandaise qui s'appelle Catriona Lally, ça s'appelle Wonderland. Je dis Wonderland parce que ça se passe à Hambourg, et c'est un roman dans lequel il y a énormément de jeux de langue entre l'allemand et l'anglais. C'est un texte qui
Moi, je lis ça en ayant des étoiles dans les yeux, en imaginant ce que ça donnerait de le traduire, parce que chaque page est absolument épouvantablement difficile à traduire, mais pas impossible, certainement. Donc voilà, je me suis bien éclaté en lisant ça, et j'ai très envie de lire d'autres livres de Caitriona, enfin l'autre livre de Caitriona Lallay, parce que c'est une jeune romancière, ça c'est son deuxième livre, il n'y en a qu'un seul, à ce jour. Bien, je sais plus ce que je racontais, des bêtises comme d'habitude. Oui, j'allais vous dire où en suis-je de mes lectures. Donc ce live a démarré il y a 35 minutes, si je défalque les 5 premières minutes de problèmes techniques. Je vais essayer de poursuivre en faisant un petit peu le point sur ma lecture de Ulysses. Je vous disais que tout à l'heure que j'ai lu quoi? J'ai lu, on va reprendre le livre Alma Classics, il y en a un certain nombre qui l'ont. Donc de la page 5 à la page 19, vous avez ce fameux premier chapitre qui se passe dans la Martello Tower. Et d'ailleurs, la Martello Tower, elle est décrite, elle est problématisée. Heinz lui-même est un peu intrigué par ce lieu, hein, il en parle, je crois que c'est à la page 19 d'ailleurs, avec une fin de premier chapitre qui est très étrange, et où là, pour le coup, même en ayant une connaissance très vague de l'Odyssée, on pense évidemment à l'épisode des sirènes, hein, A voice, sweet-toned and sustained, je lis le bas de la page 19 de l'édition Alma, hein, la fin du premier chapitre, A voice, sweet-toned and sustained, called to him from the sea, turning the curve he waved his hand, it called again, a sleek brown head, a seal's far out on the water, round usurper. Si on regarde la traduction, parce que je pense quand même aux non-anglophones, non-anglicistes de l'étape, où est-ce que c'est? Ah tiens, d'ailleurs, je me rends compte dans cette édition, tout est mélangé. En fait, c'est curieux. Allez, c'est la traduction Morel, Larbeau, Joyce, etc. Une voix aux notes douces et soutenues l'appelait de la mer. Au tournant, il agita la main. Elle appela de nouveau. Une tête lisse et brune de phoque sur la mer au loin. Ronde. Usurpateur. Ça se termine comme ça. Bon, je n'ai pas trop bien compris, mais il faut avancer, même si on ne comprend pas tout. Donc j'ai lu le premier chapitre. J'ai lu le deuxième chapitre, qui tourne autour de Daedalus. C'est Stephen Daedalus qui est, je sais pas, enseignant contractuel, on dirait aujourd'hui, mais c'est un peu un anachronisme, précepteur, mais c'est pas exactement ça, parce que c'est quand même dans une école de garçons. Et on le voit donc interroger sa classe à propos de l'histoire grecque ancienne, autour de la figure de Pyrrhus, et ensuite, bon, il y a tout un passage autour de la littérature anglaise et de la poésie anglaise, et il y a un élève qui, après la fin du cours, tandis que tous les autres garçons sont allés jouer au hockey, mais on va y revenir, je ne suis pas sûr que ça soit du hockey d'ailleurs, je pense que c'est du hurling, hein, ça ne se traduit pas d'ailleurs, mais bon, j'ai pas vérifié, hein, mais en le lisant et connaissant un peu l'Irlande, enfin dans la culture irlandaise, je pense que ça c'est pas au hockey qu'ils jouent, parce que il y a des sticks, et donc je pense que ces sticks, c'est pas forcément. Il appelle ça hockey, mais je pense que c'est du hurling. Bon, peu importe. Donc pendant que les autres camarades sont allés jouer au hurling, Sargent vient le voir pour lui demander de lui réexpliquer comment faire des équations. Bon, c'est pas forcément des équations d'ailleurs, enfin, lui demande un truc de maths. Donc Steven lui montre le premier problème ou la première équation, il la résout en lui montrant comment il fait, et il demande à cet élève, à Sargent, de résoudre les suivantes. Et tout ce passage se trouve, c'est un passage très très beau, il y a toute une alternance avec le monologue intérieur de Steven, c'est la marque quand même de fabrique du texte, hein, c'est qu'il y a les dialogues, les éléments de récit, et puis il y a tout ce monologue intérieur, très souvent torrentiel, hein, si je file la métaphore du courant,
de conscience, du stream of consciousness. C'est ce monologue intérieur un peu torrentiel qui interrompt en permanence. Et Stephen Dedalus, il se fait un certain nombre de réflexions sur le fait que c'est un enfant disgracieux, disgracié, pas beau, pas bien, pas soigné, pauvre, et qu'en fait il s'identifie à cet enfant. Il dit qu'il ressemblait à ça lui-même quand il était jeune adolescent. Et donc il y a tout ce passage-là, suivi par un long dialogue entre Stephen Dedalus et le directeur, en fait, Mr. DC, qui lui confie un article qu'il veut faire publier dans des journaux, et Stephen Dedalus connaît 2-3 personnes dans le milieu de la presse à Dublin, donc il va lui rendre ce service, et il parle de choses et d'autres, il parle de politique, il parle en fait de politique dans un contexte qui est l'indépendance de l'Irlande as opposed to versus évidemment le maintien de l'Irlande totale dans l'union avec le Royaume-Uni. Donc le Mr. DC est unioniste, il explique pourquoi, et il est aussi antisémite, il explique pourquoi. Et c'est assez intéressant de voir que la voie narrative, et Stephen Dedalus, il est très 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 éloigné de ça, il est très sceptique. Donc c'est un texte qui, je pense, problématise en fait l'antisémitisme, mais qui n'est pas du tout antisémite lui-même, bien sûr. Enfin en tout cas, je ne pense pas. Bon, on va continuer à aller de l'avant, mais bon, Joyce n'est pas réputé pour ça. Au contraire, il s'est énormément intéressé à la culture hébreu. Ça aussi, Zapico, il en parle, hein, il dit que même apparemment il cassait les pieds à Svevo à partir du moment où ils étaient devenus amis. Il n'arrêtait pas de lui demander des éléments sur la culture hébraïque, et Svevo lui disait mais je suis juif, mais en fait j'y connais rien, je m'intéresse pas à la religion, je peux pas te dépanner. Donc il y a tout ce passage là. Donc ça, j'ai lu ça hier, et puis j'ai commencé à lire, j'ai à peine commencé, j'ai lu jusqu'à la page 34-35 à peu près, jusqu'à la page 34 de ce chapitre, qui donc, si on s'en réfère aux notes de fin de volume, a pour titre caché, donc moi je vais appeler ça les titres cachés, Proteus, le dieu qui a un nombre infini de formes, qui est capable de se métamorphoser en autant de formes qu'il veut. Proté, c'est un peu le barbapapa de la Grèce antique. Donc ce titre, Proteus Proté, qui est donc un titre caché, et donc je me suis arrêté là dans ma lecture, je me suis arrêté un petit peu après la citation de Then there's a health to Mulligan's hunt, and I tell you the reason why, she always kept things decent in the Hannigan family. Voilà, je me suis arrêté là pour l'instant. Je pense d'ailleurs qu'il va falloir que je reprenne le chapitre depuis le début, parce qu'il est assez compliqué, puisque Stephen Dedalus va rendre visite à, que je dise pas de bêtises, c'est son oncle, j'ai déjà oublié, vous voyez, bon, bref, j'ai pas lu ça très, très attentivement. Et tout le monologue intérieur est très très compliqué, c'est bourré de références à plein de choses, et la page 33 par exemple, extrêmement complexe et très très belle d'un point de vue poétique en quelque sorte, hein. Donc, Delphine, tu dis lol, je suppose pour mon analogie entre Barbapapa et Proté, mais bon, sauf que Barbapapa n'est pas un dieu, mais les Barbapapa ne sont pas des dieux, mais c'est le principe, hein. Proté, ça a donné l'adjectif protéiforme, c'est-à-dire qu'il peut prendre un nombre infini de formes, qui peut se métamorphoser à l'infini. Donc voilà. Donc je suis un peu dans ça pour l'instant. Je peux vous, moi je sais pas, hein, je peux vous faire part d'un certain nombre de notes que je me suis faites. Par exemple, tiens, je m'étais noté, j'ai pas fait la vérification, donc je vais la faire sous vos yeux ébahis. À la page 20, scène de classe, donc Stephen Dedalus, c'est le jeune professeur, il interroge ses élèves sur des faits d'histoire, hein, en vérifiant lui-même subrepticement quelque chose dans le livre, donc c'est assez amusant. Louis tout à l'heure parlait du fait que l'on perd confiance en certains profs quand on se rend compte qu'ils parlent de certaines choses avec plein d'autorité, puis qu'ensuite ils parlent avec tout autant d'autorité en affirmant des choses fausses. Et là, Stephen Dedalus, il est représenté comme ça, il est représenté en... où est-ce que c'est What city sent for him? Tarentum, sir. Very good. Well, there was a battle, sir. Very good. Where? I forget the place, sir. 279 before Christ. Et donc, il est en train d'interroger un élève sur une bataille au cours de laquelle
la ville de Tarente a fait mander Pyrrhus pour lui demander de les aider face aux Romains. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on parle de la victoire à la Pyrrhus. Il y a d'ailleurs une allusion à ça après. And, yes, sir, and he said, another victory like that, and we are done for. The phrase the world had remembered. On parle de victoire à la Pyrrhus quand on remporte une victoire qui, en fait, ne sert à rien, voire finit par se transformer en défaite. Et ça vient en fait du personnage historique de Pyrrhus. Donc ça, c'est tout le début du chapitre 2. Stephen Dedalus, maître d'école, professeur, call him what you want, interroge ses élèves et les interroge sur Pyrrhus. Et donc on a Cochrane, qui connaît bien sa leçon, en fait il sait quand même pas mal de choses, et Stephen Dedalus lui demande where, où a eu lieu la bataille. I forget the place, sir. Et Stephen, il lui répond Asculum, Stephen said, glancing at the name and date in the Gore's card book. C'est peut-être l'occasion d'aller revérifier la traduction. Asculum, dit Stephen, alors je le prononce à la française, regardant nom et date dans le livre zébré de sang. Ça veut dire que Stephen Dedalus, il ne le sait pas non plus, il s'en souvient pas, il a oublié, donc il interroge ses élèves sur une leçon que lui-même connaît un petit peu en diagonale ou en pointillé, je ne sais pas comment qu'il a lu en diagonale et qu'il connaît en pointillé. Donc ça c'est assez amusant comme scène, et c'est pas pour ça que je parlais de ça. Après il interroge un autre élève qui de toute évidence est le cancre absolu, qui s'appelle Armstrong, qui apparemment est en train de manger en cours, donc finalement la décadence civilisationnelle date pas d'hier. Dans le cartable d'Armstrong gitait un confortable sac de fourrés aux figues. De temps en temps, il en roulait une dans ses paumes et l'avalait sans bruit. Donc il bouffe en cours quand même. Donc vous voyez, finalement, je ne crois pas que j'ai jamais laissé, enfin en tout cas j'ai jamais vu, mais je n'ai jamais vraiment laissé des étudiants manger pendant mes cours, ou alors c'était très particulier parce que je savais qu'ils n'avaient pas du tout de pause, et c'était un cas un peu particulier. Donc on a cette espèce de figure un peu stéréotypée du cancre, du gourmand, que le cours n'intéresse pas, qui n'a rien appris, qui bouffe ses biscuits tranquillou. Et donc il interroge Armstrong en lui demandant « Do you know anything about Pyrrhus ?» Est-ce que, en français, savez-vous quelque chose de Pyrrhus ? Et il traduit... il répond, j'étais déjà dans la traduction, je m'étais demandé, j'avais pas vérifié encore, je m'étais demandé comment c'était traduit, vous allez voir, il y a un jeu de mots. Pyrrhus, sir, Pyrrhus, appear, sir, a thing out in the waves, a kind of bridge, Kingstown Pier, sir. Et pier, P-I-E-R, en anglais, c'est la jetée. Et donc, en fait, il connaît rien à Pyrrhus, donc le prof l'interroge sur Pyrrhus, il sort le premier mot qui lui passe par la tête. On est vraiment dans un cancre de Prévert. Et donc un cancre très créatif quand même, un cancre très joycien aussi, parce que Joyce il n'a pas arrêté de faire ça au point d'aller jusqu'à faire ça à l'échelle d'un livre entier quasiment illisible qui est Finnegan's Wake. Oui, il y avait déjà des figolus, on découvre finalement que Joyce ça peut se résumer en Barba Papa bouffe des figolus, non j'exagère. Mais donc oui, c'est des fourrés à la figue, c'est des sortes de figolus, absolument. Faudra que je tague Fabienne Santès sur ce live Twitch, peut-être qu'elle pourrait m'amener quelques téléspectateurs. C'est une bonne piste, Delphine, je t'en remercie. Donc en fait, Pyrrhus appear. Et donc évidemment, ça ne marche qu'en anglais, parce que si on dit Pyrrhus, une jetée, pourquoi est-ce que le gamin il pense à une jetée, au mot jetée? Alors lui d'ailleurs il sait pas trop définir ce qu'est une jetée, il dit a sort of bridge, lui-même il sait pas trop ce que c'est, alors qu'ils habitent quand même en Irlande, et puis ils sont à Dublin, donc Kingstown Pier. Alors là je découvre avec effroi, donc on terminera peut-être le live là-dessus, Pyrrhus monsieur, Pyrrhus, alors je vais la faire en français. Pyrrhus monsieur, Pyrrhus, un pire, une jetée promenade. Qu'est-ce que c'est que cette traduction? Donc ça veut dire, ici ils sont mis à 4, dont Joyce lui-même, pour produire un texte qui nécessite de comprendre l'anglais, ou qui nécessite de se dire, tiens, ça se passe en Irlande, ces gens parlent anglais, donc on garde le jeu de mots en anglais. C'est un choix de traduction, pourquoi pas, après tout, mais je dois avouer que je suis un peu sous le choc, n'exagérons pas, mais je suis un peu étonné. Je suis un peu étonné au point de rajouter des liaisons zéronées. Alors, Jacques dit tombe de l'île Empire.
Ah, c'est pas mal. Ok. Ouais, bah, c'est vrai que l'île Empire, Pyrrhus, etc. Donc il y a certainement des choses à faire. Moi, je m'étais demandé s'il n'y avait pas un truc à faire avec l'Épire aussi, hein, l'Épire, Pyrrhus. Bon, est-ce qu'on pouvait faire ça? Qu'est-ce que vous savez de Pyrrhus? Qu'est-ce que vous savez des... On pouvait aussi peut-être parler des guerres pyrrhiques. Moi, je m'étais dit avec pyrrhique, il pourrait répondre en confondant avec l'adjectif empirique. Peut-être, on a peut-être des jeux de mots à faire de Moll Empire. Ah, c'est de Moll Empire. Ok, d'accord, il y avait une erreur de correcteur orthographique. Je comprenais pas bien de l'île Empire, d'accord. Je pensais qu'il y avait un jeu de mots ensuite avec l'Empire, ou donc de Moll Empire. Bon, je sais pas très bien comment il vaut. Donc ça, je suppose, Jacques, que c'est la traduction des années 2000, ou alors c'est encore autre chose. Et donc, il continue. Pyrrhus, monsieur Pyrrhus, Empire, une jetée promenade, tous rire, sans guetter ce haut rire malicieux. Maintenant, fit Steven, qui lui toucha l'épaule avec le livre, dites-moi ce qu'est Empire. Les pies de vache russe. Oui, les Pyrrhus, oui, c'est vrai, les Pyrrhus, oui, voilà, mais ça serait une bonne traduction, effectivement. C'est pas parce que c'est ma sœur qui la propose, c'est pas je fais pas du népotisme, ou du sororisme, je sais pas comment il faut dire. Oui, les Pyrrhus, voilà, Pyrrhus, qu'est-ce que vous savez des Pyrrhus? Ah, les Pyrrhus, les Pyrrhus, c'est les vaches de Moscou, je sais pas, enfin voilà, sortir un truc débile, ce que sort un cancre qui sait pas du tout, qui sait même pas que c'est un personnage historique, qui sait même pas qu'on parle de la Grèce antique, et qui dit n'importe quoi. En tout cas, voilà, il continue. Hein. Un pire, monsieur, une chose qui avance dans la mer, une espèce de pont. Le pire de Kingston. Kingston Pier, dit Stephen. Oui, un pont désappointé. Ce mot mit du trouble dans leurs yeux. Bon, je dis pas que c'est une mauvaise stratégie de traduction, d'autant qu'elle a quand même le sceau, elle porte le sceau de deux traducteurs, d'un grand écrivain Valéry Larbaud et de l'écrivain Joyce lui-même qui parlait et écrivait le français. Hein, donc voilà, je ne me permettrai pas. Mais en tout cas, c'est un choix qui crée quand même une situation un peu curieuse dans la salle de classe. C'est-à-dire, on est dans une salle de classe traduite. C'est-à-dire, voilà, on sait qu'on est dans une traduction. Le lecteur sait qu'il lit la traduction d'un texte en anglais qui raconte une scène qui se passe dans une école à Dublin, et donc on sait tous que c'est en anglais, et donc la traduction ne propose pas d'équivalent du jeu de mots, de l'erreur amusante, involontairement amusante de la bévue de l'élève, Armstrong, mais garde en fait l'erreur. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est Pyrrhus, pire, ça marche pas en fait, mais bon, c'est un peu curieux. Ici, c'est Maul à la place de Pire. D'accord, ok. Donc ouais. Bon. En tout cas, voilà, moi, si je traduisais Ulysses, ce qui n'est pas du tout prévu au programme, déjà, si je réussis à le lire, si je réussis à tenir le rythme de ces live Twitch en faisant des choses pas trop idiotes et pas trop inintéressantes, ça sera déjà pas mal. Mais si je traduisais Ulysses, oui, j'irais dans la direction d'essayer d'avoir un jeu de mots en français. Que savez-vous de Pyrrhus? Je sais pas, avec Papyrus aussi, on peut faire un truc. Hein. Je sais pas. Vous ne connaissez pas Pyrrhus, et vous, Armstrong, vous ne connaissez pas Pyrrhus. Papyrus, c'est égyptien, voilà. Bon, c'est nul, hein, mais au moins, ça fait un vrai cancre qui dit n'importe quoi et qui comprend même pas de quoi est censé parler le cours. Voilà, donc je m'étais posé la question en le lisant, j'avais pas vérifié, donc j'ai vérifié en direct, sous vos yeux ébahis, et Bobby, je sais pas comment il faut dire, mais je suis moi-même un petit peu surpris. Alors, je me suis noté plein d'autres choses, bien sûr, hein, je me suis... tout le passage, toute la description de Sargent aussi, hein, qui est un personnage très intéressant. Je me suis noté l'histoire des où est-ce que c'est? L'histoire des baleines. Ouais, ça c'est à la page 32, c'est dans le chapitre 3. Puis après, on arrêtera là pour aujourd'hui. Alors, je m'étais noté plein de choses. En fait, je m'étais arrêté à la page 35. J'aurais bien voulu aussi parler de la page 35. Pour dire que la page 35, on a une sorte presque de collage. Le stream of consciousness de Steven, il devient tellement frénétique que c'est des juxtapositions de choses qui n'ont pas l'air d'avoir grand rapport les unes avec les autres et qui sont comme ça très très qui donnent un effet un peu
de citations, de collages. Ouais, c'est presque un collage de pensée un peu, hein, plus qu'un stream of consciousness, c'est plus une sorte de patchwork presque. Et je m'étais fait la remarque, donc je vais dire deux choses quand même. Alors au bas de la page 35, pour ceux qui ont cette édition, l'édition Alma, je le rappelle, je lis la fin de la page. A bloated carcass of a dog lay lolled on bladder rack. Before him the gunwale of a boat sunk in sand. Un coche ensablé, Louis Veuillot called Gautier's prose. These heavy sands are language-tide and wind have silted here. And there the stone heaps of dead builders, a warren of weasel rats. Hide gold there, try it, you have some, sands and stones, heavy of the past, Sir Lout's toys. Mind you don't get one bang on the ear. I'm the bloody well gigant rolls, all of them bloody well boulders, bones for my stepping stones, fee for fun. I smells the bloods, holes and iridsmen. Je sais pas ce que c'est censé être comme accent, un accent allemand ou je sais pas quoi. Bref, donc il y a cette espèce de collage et en fait chaque phrase, enfin déjà les phrases elles-mêmes toutes seules on les comprend pas trop. Mais alors le lien entre elles, c'est effectivement lié à ce que voit Steven. Ça part d'une vision, ça part d'un choc visuel, d'une image visuelle. A bloated carcass of a dog, donc il y a un cadavre de chien gonflé hein, par la putréfaction. Hein. C'est la charogne de Baudelaire, sauf que c'est pas une femme, c'est un chien, et les restes d'un bateau ensablé, enfoui dans le sable, échoué dans le sable. Ce qui fait penser à Stephen Dedalus, parce que Stephen Dedalus, on a le monologue intérieur, Stream of Consciousness, Call it what you will, de Stephen Dedalus, mais Stephen Dedalus, c'est un intellectuel, donc il lit énormément, il connaît plein de choses, et donc ses pensées, c'est les pensées d'intellectuels. Ça, il faut quand même le noter. Pourquoi le livre est-il aussi dur à lire, aussi intellectuel ? Parce que il nous plonge dans les pensées d'un personnage qui est lui-même un intellectuel et qui, dont on suit les pensées en flux libre. Un coche ensablé, Louis Veuillot called Gautier's prose. Et moi, quand j'ai lu ça, alors je ne sais pas du tout qui est Louis Veuillot, mais c'est évidemment quelqu'un qui n'aimait pas l'écriture et le style de Théophile Gautier, puisqu'il a appelé l'écriture, le style de Théophile Gautier un coche ensablé. À quoi ça m'a fait penser tout de suite, c'est un écrivain américain que j'aime énormément qui s'appelle David Markson. Et David Markson, c'est 4 ou 5, il faudrait que je revérifie, derniers livres. Ce sont des livres qui ne sont pas des romans, qui sont des suites d'énoncés très courts, qui ne sont pas des aphorismes, mais qui sont des faits, et des faits anecdotiques. Des faits anecdotiques au sujet de grands écrivains, grandes figures, hommes politiques, femmes politiques, etc. Bouts de citations, etc. Et donc c'est une espèce comme ça de collage d'éléments sur papier Bristol qui sont en permanence problématisés sur le fait qu'ils n'arrivent pas à faire texte. Et les textes de David Markson, Reader's Block, donc Asperger, connaît Reader's Block, il y a Reader's Block, il y en a plein d'autres, hein, This is not a novel. Alors moi je les ai tous lus à la BU, donc j'en ai aucun de ces livres-là. J'ai un des livres, le seul livre de David Markson que je possède ici dans ma bibliothèque, mais je ne l'ai pas là je l'ai pas ressorti de ma bibliothèque, c'est un de ses tout premiers livres qui est très différent, en fait, une espèce de livre complètement baroque, complètement délirant, un peu post-punk, mais shooté à la thèse de doctorat un peu quand même. Donc, donc ça m'a tout de suite fait penser à David Markson. Alors évidemment, c'est de l'influence à l'envers, parce que David Markson, c'est forcément quelqu'un qui a été influencé par Ulysses et par Finnegan's Wake, vu son œuvre. Mais ça m'a fait penser à ça. Et je me suis dit qu'en fait, on peut lire les pensées de Stephen Dedalus comme ça, comme des sortes de fiches Bristol mises les unes à côté des autres, ou imaginons même le bureau de quelqu'un qui est en train de faire sa thèse et qui prend des notes sur plein de choses très différentes les unes des autres, et puis le vent entre dans la pièce, mélange tout, et on a les fiches Bristol comme ça, éparses, sans lien les unes avec les autres. Alors c'est pas vrai du tout, puisqu'il y a des liens logiques qui sont des liens de causalité liés à ce que Stephen Dedalus entend, ce qu'il voit, ce qu'il fait. Beaucoup ce qu'il voit quand même, ici c'est typiquement lié à une pulsion scopique, hein, c'est lié à l'image, au fait qu'il est impressionné, presque au sens d'une pellicule photographique, par ce qu'il voit, la carcasse du bateau et la carcasse du chien. Oui, je dis la carcasse du bateau, mais on le dit d'ailleurs. La carcasse du bateau et la carcasse du chien. Et c'est ça, et ça lui fait penser à un coche ensablé, la critique de l'écriture du style de Gautier
par cet obscur, je me permets de le dire, je ne le connais pas, donc peut-être que c'est moi qui suis ignorant, mais par cet obscur Louis Veuillot. Donc voilà, il y avait cet effet-là. Donc ça fait partie des effets de lecture que ça a eu sur moi, mais comme je compte de toute façon remonter un petit peu dans ma lecture, parce que là je vois pas très bien où va ce chapitre 3, je vais peut-être essayer de le reprendre depuis le début. Et puis ce que je voulais dire, c'est ce que j'allais dire, c'est à la page 32, au bas de la page 32, où il parle, il envisage, Stephen Dedalus, merci Jacques qui a vérifié qui était Louis Veuillot. Mais en fait, en le disant, ça me revient, mais c'est plutôt des souvenirs d'histoire, encore des cinémas d'Hippocagne. Je me demande, oui, Louis Veuillot, c'était effectivement un journaliste du Second Empire ou quelque chose comme ça. Il avait, c'est quoi, le Progrès, l'Union, un truc, je sais pas... comment ça s'appelait, mais effectivement on en parlait en cours d'histoire. Ça n'avait pas fait tilt quand je l'ai lu, mais c'est là avec quand Jacques a mis journaliste Cato dans le chat que ça m'a dit quelque chose. Ça a fait un très vague tilt, et puis très très à retardement surtout. Au bas de la page 32, Stephen Dedalus, il s'auto-parodie. Alors on ne sait pas très bien qui parle, qui pense, etc. Mais Stephen Dedalus, il est décrit comme ça. On imagine que c'est lui. Reading 2 pages a piece of 7 books every night, eh? I was young. You bowed to yourself in the mirror, stepping forward to applause earnestly, striking face. Hooray for the goddamn idiot. Hooray, no one saw, tell no one. Books you were going to write with letters for titles. Des livres que tu allais lire et dont les titres étaient des lettres. Have you read his F? Est-ce que tu as lu son F? Oh yes, but I prefer Q, mais je préfère Q. Yes, but W is wonderful. Oh, mais son W, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Oh yes, W. Remember your epiphanies on green oval leaves, deeply deep, copies to be sent if you died to all the great libraries of the world, including Alexandria. Et là, Stephen Dedalus, pourquoi je dis Dedalus quand je parle français, Dedalus, bon, ça ne doit pas être facile à dire. Stephen Dedalus, en dialoguant avec lui-même, dans un mode un petit peu, tiens, je vais continuer les anachronismes, j'ai parlé des Barbapapa, on a parlé des Figolus, c'est pas ma faute, c'est la faute de ma sœur. On peut évoquer De Niro, son célèbre You're Talking to Me, que je vais, si trop tard, je l'ai très mal fait. Peu importe, il est en train de se parler à lui-même, il est en train de débattre avec lui-même, il est en train de s'engueuler ou de se moquer de lui-même. Et il parle de ses épiphanies. Or, les épiphanies, c'est une des inventions fondamentales du premier Joyce. Il a écrit un certain nombre d'épiphanies, c'est même lui qui les a définies, qui a défini ce que c'était, l'écriture épiphanique. Ici, dans ce texte plus tardif, Ulysses paraît quand Joyce a 40 ans, il revient sur ça et il est dans une perspective un peu ironique vis-à-vis de ça. Copies to be sent if you died to all the great libraries of the world, including Alexandria. Someone was to read them there after a few thousand years. A Mahavantara. J'ai revérifié ce qu'était un Mahavantara, puis je me suis empressé d'oublier ce que c'était. Peu importe, tout ça c'est dans les notes. Pico della Mirandola like, et on en vient à la phrase qui m'a arrêté. I very like a whale. Et donc, il parle de son œuvre, c'est Stephen Dedalus qui parle du fait qu'il pensait qu'il allait écrire des livres, plein de livres très impressionnants, et puis il y avait ses épiphanies, et que tout ça passerait à la postérité, qu'on les lirait des siècles et des millénaires après sa mort, ok, et donc il est dans l'interprétation un petit peu gnostique, Mahamanvatara, c'est lié à la je crois à la Kabbale, donc à des lectures un peu kabbalistiques de la Bible. Pico della Mirandola like, autre figure Pic de la Mirandole, de la gnose, ou de la... Je sais pas ce que... Je vais regarder les notes quand même pour arrêter de dire des bêtises. Pic de la Mirandole, humaniste de la Renaissance, qui a étudié à la fois les sciences orthodoxes et ésotériques, comme l'alchimie et la Kabbale, et qui a cherché à relier les croyances chrétiennes et le mysticisme néo-platonicien. Je traduis de manière improvisée les notes de l'édition Alma. Et donc le I very like a whale, moi je me suis arrêté sur ce I very like a whale, qu'est-ce que c'est que ce truc ?
From Hamlet, when the prince manages... Aïe, j'avais pas reconnu Hamlet. Non, ça va, je peux pas tout reconnaître non plus. From Hamlet, je reconnais pas un tiers du quart du millier de ce que cite Joyce, même quand c'est des choses que j'ai lues. When the prince manages to convince Polonius to accede to an absurd series of similes for a cloud, culminating with a comparison to a whale. Donc le I very like a whale, c'est complètement ironique, là encore. Ça dénonce l'absurdité des analogies. Et ça, évidemment, forme une sorte de critique du néoplatonisme, de Pic de la Mirandole, des kabbalistes, en disant « I very like a whale », c'est-à-dire que Pic de la Mirandole, il est comme Polonius, pour faire plaisir à Hamlet, pour pas vexer Hamlet, il accepte de reconnaître dans les nuages toutes les formes que Hamlet lui souffle, et notamment la baleine « Oh, I very like a whale », et le nuage ne ressemble pas du tout à une baleine. Mais voilà, je me suis demandé... Je me suis demandé quand même s'il n'y avait pas peut-être quand même un autre sens à reprendre par rapport à ça. Donc c'est acte 3, scène 2 de Hamlet, et même vers 393 à 399. Pour celles et ceux qui veulent vérifier, j'avoue ne pas être allé relire cette scène. Mais I very like a whale, il y a l'absurdité, alors ça, c'est là pour connoter le fait que ici Stephen Dedalus, il est à la fois Hamlet et Polonius, c'est-à-dire il est celui qui se moque des prétentions analogiques, ésotériques, extrêmement complexes, qui étaient les siennes quand il écrivait des épiphanies et qu'il pensait qu'il allait devenir un immense écrivain dont tous les livres auraient des lettres pour titre. Et puis il est aussi Polonius, c'est-à-dire celui dont on se moque, celui qui voit des analogies partout, et qui est en fait le dindon de la farce, ou le vrai fou, le vrai... Et c'est ce que cherche à démontrer Hamlet, c'est-à-dire qu'en fait le fou c'est pas lui, le fou c'est tous ceux qui acceptent de dire n'importe quoi ou d'agir n'importe comment à sa sollicitation. Donc il y a cet aspect-là, mais je me suis demandé s'il n'y avait pas autre chose non plus, puisqu'on a un peu plus tard cette fameuse scène que je vous ai lue tout à l'heure avec le cadavre du chien et le coche ensablé, en l'occurrence ici le bateau ensablé, englouti. Est-ce que c'est pas la baleine échouée aussi? Et est-ce que ces questions de baleine échouée, une des questions que je me suis posée, et je me suis noté ça d'ailleurs sur un bout d'enveloppe déchirée, Whale, je me suis noté, est-ce que Joyce avait lu Moby Dick? Ça, c'est une question que je me suis posée. Et puis, chercher aussi les occurrences. Ça, c'est une vraie question intertextuelle qui m'intéresse, intertextuelle et intratextuelle. Est-ce que la baleine, est-ce qu'en quelque sorte, l'arbre Hamlet ne cache pas la forêt Melville aussi ici, ou une autre forêt encore? Parce que moi, je lis dans cette occurrence de la Very Like a Whale, tout autre chose quand même que la référence satirique, ironique, de Stephen Dedalus qui se dédouble en se moquant de lui-même, en se moquant de son moi passé, et peut-être même d'ailleurs de son moi présent aussi, de ses ambitions littéraires. Évidemment, ce jeu est un jeu de miroir extrêmement complexe, puisque Stephen étant une sorte de double de Joyce, c'est Joyce qui se représente en train de se moquer jeune de ce qu'il était lui-même au même moment. Donc c'est assez vertigineux. Mais moi je pense qu'il y a peut-être quand même autre chose dans ce I Very Like a Whale, et ça c'est un fil sur lequel j'ai assez envie de tirer. Donc j'attendrai de voir si dans la lecture il y a d'autres baleines qui se présentent, ou sinon je ferai une recherche avec le texte en ligne. Bien, j'ai le sentiment d'avoir parlé de manière un peu décousue, mais c'est un peu le propre de la chose. Ce que je pourrais me fixer comme objectif pour la semaine prochaine, c'est de bien lire ce chapitre 3, d'essayer de vraiment comprendre ce qui se passe dans ce chapitre 3. Il n'est pas très long, il fait à peine 10 pages. Essayer de vous parler de manière un peu moins lourde, un peu moins bordélique de ce chapitre 3. En plus, après ce troisième chapitre, il y a le grand 2 qui commence. Voilà, donc la deuxième partie. Et j'ai pas bien regardé la structure d'ailleurs de Ulysses, mais bon. Voilà, je vais m'en tenir là. Si vous aviez eu des questions au fur et à mesure que je dégoisais, je pense qu'elles seraient arrivées. Je remercie énormément déjà toutes celles et tous ceux qui ont patiemment écouté, participé à ce live, qui ont supporté cette heure d'élucubration joycienne ou méta-joycienne ou péri-joycienne.
ou péri-ulycéenne. Et puis je remercie beaucoup toutes celles et tous ceux qui ont réagi dans le chat et qui ont apporté les éléments, hein, qui ont apporté des analogies, qui ont proposé des choses, qui sont allés vérifier les choses sur Internet pendant que moi je ne pouvais pas le faire, pour notamment à propos de Louis Veuillot. Et c'est vrai que rétrospectivement, si, Louis Veuillot, je connaissais en fait. J'aurais dû connaître, ou ça aurait pu faire tilt en tout cas. Ouais, Jacques, c'est le problème de ces live Twitch, c'est que c'est entièrement dématérialisé, ou en tout cas décorporisé, distanciel, et donc si on veut picoler, on va être obligé de picoler chacun de notre côté de l'écran. Donc la prochaine fois, on pourra se servir un apéro, je peux me servir un apéro et trinquer à votre santé, et chacun trinque de son côté, hein, pourquoi pas. Pourquoi Joyce Pagnol? C'est par rapport à quoi, Pagnol? Ah oui, par rapport aux souvenirs d'enfance, à la dualité, c'est ça la manière dont il se moque, dont Pagnol se moque de Marcel. Oui, Rousseau, juge de Jean-Jacques, enfance de Sarraute aussi, hein, si c'est à ça que tu penses. C'est cette... Oui, cette... Alors, Ulysses n'est pas une autobiographie, de même que Stephen Hero, qui est une sorte d'ébauche de Portrait of the Artist as a Young Man. Stephen Hero est quasiment une autobiographie, sous un autre nom, mais c'est quasiment une autobiographie. Portrait of the Artist as a Young Man, c'est déjà extrêmement fictionnalisé, travaillé, mis à distance, etc. Ah non, d'accord, le cancre, ok, pardon, j'y étais pas du tout. Oui, écoute, ça c'est une proposition qu'on pourrait faire à Pierre Bayard. J'avais parlé de Pierre Bayard la semaine dernière. On pourrait proposer ça à Pierre Bayard. Est-ce que Joyce a écrit Le château de ma mère, puisque Bayard a proposé dans un de ses livres de réattribuer les œuvres à leurs auteurs. C'est un livre que je n'ai pas lu d'ailleurs. Je crois qu'il y a un des livres de Pierre Bayard qui est sur ça, sur la réattribution. C'est-à-dire, il explique que tel auteur a écrit tel livre qui ne lui est pas attribué. Donc on pourrait tout à fait écrire un article. Enfin, tu pourrais, parce que moi je vois pas. Oui, pardon, du coup c'est Jacques. J'avais l'impression que tout venait de Delphine. Pardon, Jacques, peut-être que tu pourrais écrire un article à la Pierre Bayard pour expliquer, pour essayer de démontrer en quoi Joyce est l'auteur de l'autobiographie de Pagnol. Bien, mais ça nous amène un petit peu loin quand même. Bonne soirée à tous et à toutes, ou à toutes et à tous. Voilà, si les œuvres changeaient d'auteur, je ne l'ai pas lu celui-là. Et si les œuvres changeaient d'auteur, je crois même. Voilà, merci pour la précision. De même, on pourrait aussi envisager d'attribuer Ulysses à d'autres auteurs, hein, aussi, c'est une possibilité. Merci beaucoup à Lucille, merci beaucoup à Louis, merci à Delphine, à Jacques, j'en oublie, à Théo, à Aster Girl, avec des guillemets avant Aster et après Girl, qui se cache derrière ce pseudonyme, de même que Italo Svevo pour Ettore Schmidt. Bonne soirée à toutes et tous, et à bientôt. Oui, Ulysses est écrit par Homère, en tout cas, lourd texte, si je me la joue allemand, germaniste de Ulysses, a été écrit par Homère. Bien, à bientôt. À lundi. Alors lundi prochain, c'est une bonne question ça. Alors normalement oui, tout est programmé pour lundi prochain, mais j'ai une collègue qui veut absolument que je vienne participer à son séminaire parce qu'elle a peur d'être un peu toute seule à connaître ce dont elle parle lundi prochain. Donc en fait non, lundi prochain je ne serai pas là. Alors peut-être que je vais le refaire un autre soir à 18h. Je pourrais presque le faire dimanche en fait, exceptionnellement. Bon, à voir, peut-être dimanche prochain, à 17h ou 18h, à voir, j'en reparlerai. J'aurais bien aimé avoir un rythme régulier, mais le problème c'est que mon rythme de travail n'est pas régulier du tout. Donc j'aimerais essayer de régulariser ce lundi 18h, mais lundi prochain, ça ne va pas être possible, je ne pourrai pas me dédoubler. Contrairement à Steven Dedalus ou à Robert De Niro. Dans Taxi Driver, j'y arrive. À bientôt, donc on se tient au courant pour le créneau. Merci beaucoup à vous, amis fidèles.